Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala sayyid al-mursalin. La présentation d'aujourd'hui est intitulée Les troubles psychiques post-traumatiques et les troubles liés au stress. Dans cette présentation, on va suivre le plan suivant où on va donner quelques définitions sur le concept, l'évolution historique de ces différentes pathologies, la clinique du trauma, le diagnostic différentiel des troubles psychiques secondaires au traumatisme et aussi secondaires au stress, les facteurs de risque et en dernier la prise en charge pour les différentes formes de troubles psychiques liés au stress et aussi les troubles psychiques post-traumatiques. Vu la prévalence élevée des troubles psychiques post-traumatiques et des troubles psychiques liés au stress de façon mondiale, et dans le cadre de gestion des crises et des catastrophes, quelle que soit leur forme, il est important dans la pratique médicale de connaître la clinique du traumatisme et du stress, de maîtriser la physiopathologie du phénomène de stress et du trauma, de connaître les pathologies mentales liées au stress et au traumatisme, de maîtriser les grandes lignes de la prise en charge de ce type de troubles. Il est à noter que le phénomène de stress et les traumas sont de plus en plus fréquents dans les différentes sociétés, notamment celles qui sont en voie de développement ou en situation de crise économique et politique. Le stress et le trauma sont protéiformes et peuvent toucher différents domaines de la vie quotidienne du sujet. Ils peuvent atteindre la vie familiale, relationnelle, sociale et professionnelle à différents stades de la vie sans distinction d'âge ou de genre. Le stress est une réaction réflexe neurobiologique, physiologique et psychologique d'alarme. Il s'agit d'une réponse non spécifique de l'organisme lorsque l'homéostasie du corps est menacée. Elle mobilise les mécanismes des défenses psychologiques de l'individu face à une agression, à une menace ou à une situation inopinée. Selon le psychologue John Mason, elle présente 4 caractéristiques. Le sentiment de ne pas contrôler la situation, l'imprévisibilité de la situation, sa nouveauté, la menace du moi, ou dite encore l'ego. Et ces caractéristiques regroupent l'acronyme CINE. Le sujet peut présenter des réactions diverses face au stress. Des réactions immédiates et adaptatives. Sur le plan cognitif, on note une hyperactivité de la mémoire et les facultés du jugement. L'affect est submergé de sentiments d'appréhension, de peur et de colère. La volition est caractérisée par le désir de passer à l'action. Quant au comportement de l'individu, il est fait d'attitude d'alerte et de préparation à la défense. Des réactions de stress dépassées, faites de sidération stuporeuse, d'agitation motrice et de fuite panique, avec des actions automatiques calquant une dissociation de l'état psychique. En dernier, des réactions inadaptées, faites par l'installation de signaux anxieux, phobiques ou conversifs, avec le risque de confusion mentale, de bouffées délirantes aiguës et de syndrome dissociatif. Quant au psychotrauma, il s'agit d'une manifestation de conséquences psychiques d'une expérience effroyable et stressante à l'origine de la genèse de perturbations psychiques et mentales multiples. Son intensité varie d'un individu à un autre. L'individu est nommé la victime et d'une expérience traumatisante à une autre. Le psychotrauma peut être de type simple où il suit un traumatisme direct et identifiable, ou de type complexe et suite à la succession d'événements traumatisants répétés au cours de la vie du sujet. Sur le plan psychologique, il s'agit d'une effraction de la barrière de protection psychique et l'effondrement des mécanismes de défense longtemps utilisés selon Freud. Sur le plan biologique, le psychotrauma est la réponse à une atteinte des neurones hippocampiques avec une perturbation de la fonction mnésique. Un événement de la vie est considéré comme un traumatisme ayant un pouvoir pathogène quand il présente un degré de violence, un pouvoir destructeur, un pouvoir désorganisationnel et un étendu avec un impact négatif sur la psyché de l'individu. On note des exemples sur des événements potentiellement traumatisants, par exemple la mort imprévue d'un proche, que les études relatent avec un taux de 24,6% comme étant un pouvoir pathogène pour le psychotrauma.
être témoin de la mort ou de la blessure d'un individu avec un taux estimé de 20,6%, souffrir d'une maladie mortelle ou être impliqué dans un accident grave estimé à 11,7%. On peut se prononcer sur résultat d'études que les prévalences du psychotraumatisme dans le monde arabe et les pays en voie de développement sont largement importants et ce à cause des guerres multiples, la colonisation, les crises financières et aussi politiques. Pour que le psychotrauma s'installe, il faut en plus d'un traumatisme à pouvoir pathogène, une vulnérabilité et une prédisposition de la victime qui se manifestent par des variations héréditaires de la quantité de la molécule réduisant l'anxiété, appelée neuropeptide Y, NPY, lors des situations de stress selon les études de David Goldman. Ce neuropeptide joue un rôle dans diverses fonctions comme l'appétit, le poids et les réponses émotives. Aussi, une atrophie hippocampique, une altération de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et aussi l'atteinte des défenses immunitaires de façon globale. Et comme conséquence globale, on va avoir des réponses variables d'un individu à un autre et aussi d'une situation traumatisante à une autre. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien est impliqué au premier degré dans la physiologie du stress. Il s'agit d'un système complexe impliqué dans la régulation des réponses neuro-endocriniennes au stress. Lorsqu'un individu subit une situation de stress, quelle que soit sa nature ou son intensité, l'hypothalamus libère l'hormone de libération de la corticotropine, la CRH, qui va stimuler la libération de l'adrénocorticotrophine, ACTH, à partir des neurones de l'hypophyse. La CTH stimule la glande surrénalienne pour libérer le cortisol, le glucocorticoïde, dite hormone de stress et d'adrénaline. Il est à noter que l'adrénaline va entraîner bien sûr l'augmentation de la fréquence cardiaque et aussi de la respiration avec un risque d'hypertonie musculaire. Quant au cortisol, il est responsable de l'augmentation de la sécrétion de la glycémie, de l'LDL, de l'HDL, du cholestérol et aussi des sécrétions gastriques. Un excès de ces sécrétions risque de perturber l'homéostasie et provoquer des pathologies diverses telles que le diabète, la dyslipidémie et par conséquent une vraie perturbation de l'immunité de l'individu. Un excès de sécrétion de cortisol lors de situations de stress provoque une tentative d'inhibition de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien dans un but de rétrocontrôle négatif, où le cortisol stimule l'hypophyse pour inhiber la production de la CRH et aussi la CTH. La physiologie du trauma est caractérisée par un conditionnement de peur comme mécanisme initial. L'amygdale détecte le trauma sous forme de danger et envoie un message à l'hippocampe, qui mémorise l'information transmise et active à son tour l'amygdale de la nature de ce danger, pour que lui-même active les voies du stress. Comme conséquence du phénomène traumatique au niveau cérébral, on note des perturbations mnésiques au niveau hippocampique, une hypervigilance par activation de l'amygdale, un dysfonctionnement cognitivo-comportemental par activation du cortex préfrontal et aussi un comportement dévissement comme réaction qui se manifeste chez l'individu par activation des axes hippocampiques, amygdaliens et le cortex préfrontal à la fois. La question du traumatisme et du stress et leurs conséquences sur la santé physique et mentale du sujet a été abordée depuis toujours. L'histoire de la névrose traumatique pourrait remonter au cas du guerrier athénien de la bataille de Marathon, cité par Hérodote, qui a eu une cécité pour le restant de ses jours après avoir été effrayé par la vue subite d'un ennemi de taille énorme et colossale qu'il avait pris pour un spectre. Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ, parle de rêves traumatiques dans son traité de songes. D'autres dates importantes évoquent la question de la névrose traumatique et nous citons celle de Philippe Pinel qui parle de névrose de circulation ou de névrose de respiration qui anticipe la description des névroses traumatiques. En 1884, Hermann Oppenheim utilise le terme de névrose traumatique comme conséquence de changements organiques, suite à ses constatations cliniques des victimes des accidents de travail et de chemin de fer durant cette époque.
En 1893, Freud parle de l'autonomie de la névrose traumatique et la classe dans la névrose actuelle liée à l'ici et maintenant. Peu après, Émile Kraepelin retient la terminologie des névroses d'effroi. En 1905, le psychiatre allemand Honigmann parle de névrose de guerre lors de la guerre russo-japonaise. Elle est nommée hystérie de guerre lors de la Première Guerre mondiale, comprise entre 1914 et 1918. Cette nomination fut abandonnée lors de la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945 par le syndrome d'épuisement, face aux situations de stress qui éloignent de la notion du conflit intrapsychique au profit de causes externes. Grâce aux classifications élaborées par l'Association des psychiatres américains APA, dans le manuel de diagnostic et de statistique des troubles mentaux DSM, l'état de stress post-traumatique apparaît pour la première fois dans le DSM-3 en 1980, suite à la description de traumatismes constatés chez les vétérans du Vietnam. En 1992, la CIM-10 rajoute le concept de la modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe qui était un élément de pronostic à long terme. Progressivement et avec le temps, en 1994, le DSM-4 reconnaît l'état de stress aigu qui peut évoluer vers la PTSD. L'évolution du concept des troubles psychiques post-traumatiques et les troubles liés au stress dans les différentes classifications DSM a connu le cheminement suivant. En 1952, le DSM-1 parle de réaction de stress majeure. Puis, en 1968, le DSM-2 parle de réaction d'adaptation à la vie adulte, intégrée parmi les perturbations situationnelles transitoires. En 1980, le DSM-3 reconnaît l'état de stress post-traumatique qui est intégré dans les troubles anxieux. Puis, en 1994, le DSM-4 reconnaît l'état de stress aigu qui peut évoluer vers l'état de stress post-traumatique. Et en dernier, en 2013, le DSM-5 reconnaît aussi l'état de stress post-traumatique parmi les troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress. Un groupe d'individus peuvent être confrontés au même traumatisme. Et parmi ce groupe, on peut constater un sujet victime-témoin, un sujet victime et un sujet qui peut être à la fois victime et victime-témoin. Ainsi, au cours de l'évolution de la vie de ce type de personnes, on va dire que le traumatisme est une forme de rupture biographique qui va engendrer les différents troubles psychiques qui peuvent être immédiats, post-immédiats ou encore chroniques. Pour les troubles psychiques immédiats, on les reconnaît sous forme de réaction aiguë aux facteurs de stress. Et pour les post-immédiats, ce sont des états de stress aigus. Et en dernier, les troubles psychiques chroniques correspondent aux états de stress post-traumatiques. Alors, les troubles psychiques immédiats correspondent aux réactions aiguës au stress qui sont nommées aussi les troubles immédiats brefs. Elles durent de quelques minutes, voire 48 heures au maximum, c'est-à-dire moins de 2 jours, après la survenue du phénomène traumatique. Fréquemment, il s'agit de réponses adaptées qui est faite de phases d'alerte, caractérisées par une hypervigilance, une anxiété et une hyperactivité neurovégétative. De phases de lutte, où l'individu essaie d'ajuster la stratégie d'adaptation en fonction de l'évolution de la situation, et de phase d'adaptation avec un rétablissement d'équilibre entre l'individu et l'environnement qui va se concrétiser. On peut noter parfois des réponses inadaptées où la situation de stress dépasse la capacité d'adaptation du sujet. Dans ce type de situation, il est important d'évaluer les constantes biologiques du sujet, telles que la tension artérielle, la glycémie ou autres, car tout dérèglement de l'homéostasie est un signe prédicteur de l'installation des états de stress post-traumatique. Les manifestations dont la réponse inadaptée sont nombreuses et on peut citer le sujet peut être en état de sidération. Il est détaché de la réalité et dépersonnalisé, voire même considéré comme une dissociation péritraumatique. Le sujet est dans l'agitation improductive où il déambule de façon incohérente et cette agitation est faite parfois de fuites de panique sans logique nommées détresse péritraumatique.
Enfin, le sujet peut développer une dissociation de courte durée avec un risque de déclenchement de la bouffée délirante aiguë. En deuxième lieu, on peut noter les troubles psychiques post-immédiats, qui sont eux aussi nommés les états de stress aigus. Alors, ils surviennent dans la période post-immédiate ou dans les 4 premières semaines après le phénomène traumatique, et elles durent 3 jours sans dépasser 1 mois après exposition au traumatisme, qui peut être unique ou répétitif, et fictif ou une simple menace chez le sujet victime ou la victime témoin. Sur le plan clinique, elle est faite de symptômes envahissants. Il s'agit de souvenirs ou de rêves répétitifs, involontaires et envahissants de l'événement traumatique. L'appareil psychique tentera d'évacuer cette image traumatique en remontant des fonds de l'inconscient vers les étages supérieurs. Cette réémergence donne naissance aux répétitions qui est la reviviscence. Des réactions dissociatives qui sont les flashbacks et un sentiment intense ou prolongé de détresse psychique lors de l'exposition ou l'évocation des événements en rapport avec le traumatisme. On peut noter aussi une humeur négative qui n'est pas forcément la pathologie dépressive, mais ce sont des symptômes qui s'y rapprochent. Des symptômes dissociatifs avec un taux de 25 à 75% des cas qui éprouvent ce symptôme. Il s'agit de l'altération de la perception de la réalité, de l'environnement ou de soi-même. Aussi, des troubles mnésiques en rapport avec l'événement traumatique peuvent être constatés et on parle d'amnésie dissociative. Les symptômes d'évitement sont constatés aussi par un effort pour éviter les souvenirs, les sentiments ou les pensées et même les personnes ou les endroits qui sont en rapport avec le traumatisme. On a le symptôme d'éveil qui sont faits de troubles de sommeil qui est caractérisé par des difficultés d'endormissement ou de sommeil perturbé, de comportements irritables, d'agressivité, d'hypervigilance, de difficultés de concentration et de réactions de sursaut exagérées. Des détresses cliniquement significatives avec une altération du fonctionnement socio-professionnel du sujet, et le trouble n'est pas dû à une cause toxique, organique ou autre pathologie mentale. L'évaluation de ce type de trouble se fait par les échelles psychométriques suivantes. On a le péritraumatique dissociative expérience questionnaire en 10 items cotés de 0 à 5. Elle évalue principalement les symptômes dissociatifs. On a aussi le péritraumatic distress inventory en 13 items cotés de 0 à 4 et elle évalue l'éprouvé de la victime pendant et au décours du traumatisme. Pour l'évolution des états de stress aigu, les études montrent que 14 à 30% des cas peuvent développer ce trouble après exposition à un événement traumatique. Ce trouble peut évoluer vers la guérison, soit aussi vers les états de stress post-traumatique dans 10% des cas, et ce directement après une phase de latence. Il s'agit d'un temps silencieux qui peut durer plusieurs années. Durant ce temps de latence, le sujet peut présenter certains signes cliniques indirects comme le repli sur soi, les difficultés d'adaptation, des troubles de caractère et aussi la somatisation. Durant cette phase, les mécanismes de défense sont en remaniement permanent. Les facteurs de risque qui sont à l'origine du passage de l'état de stress aigu à l'état de stress post-traumatique sont la présence de la dissociation péritraumatique intense et de longue durée. Aussi, la symptomatologie sévère avec une hyperactivité neurovégétative. Troisièmement, on a les troubles psychiques chroniques, ou dit encore les troubles de stress post-traumatique ou les états de stress post-traumatique ou encore les PTSD. Ce trouble survient directement ou après rémission de l'état de stress aigu ou les troubles immédiats brefs qui ont régressé après une période d'1 mois. Il peut survenir après une phase de latence. Alors la durée de ce trouble dépasse 1 mois et se manifeste suite à un traumatisme qui peut être unique ou répétitif, et fictif ou une simple menace chez une victime ou un sujet témoin. Sur le plan clinique, on note des symptômes envahissants. On note aussi des réactions physiologiques de détresse psychologique associées lors de l'exposition aux indices internes et externes évoquant le traumatisme.
une humeur négative avec une altération cognitive faite d'amnésie dissociative, de symptômes dissociatifs, de symptômes d'évitement, une altération du fonctionnement socio-professionnel et une souffrance cliniquement significative. Ce trouble n'est pas dû à une cause toxique ou organique et ou autre pathologie mentale. Parfois, on note la présence de troubles corporels tels que l'asthénie, les algies, les troubles psychosomatiques avec un blanchiment de mèches de cheveux, des poussées de psoriasis et même l'apparition de diabète. Au total, sur le plan clinique, la PTSD reconnaît 4 grands symptômes majeurs. On a l'hypervigilance, la reviviscence, le syndrome d'évitement et en dernier le dysfonctionnement cognitivo-émotionnel. L'évaluation de l'état de stress post-traumatique se fait avec les échelles psychométriques suivantes. On a le Clinical Administrated PTSD Scale qui est fait de 17 items. Il s'agit d'un hétéro-questionnaire de passation de 30 minutes. Il évalue les symptômes, leur durée, la détresse subjective, l'impact des symptômes sur la vie, le changement des symptômes dans le temps et aussi la sévérité de ce trouble. Deuxièmement, on a le Post-Traumatic Checklist qui est un auto-questionnaire de 20 items. Il évalue les 4 dimensions de la PTSD précédemment citées. Elle est scorée de 0 à 80 avec un seuil de 33 qui est reconnu spécifique au trouble. En dernier, on a le Pittsburgh Sleep Quality Index Addendum for Post-Traumatic Stress Disorder. C'est un auto-questionnaire de cet item spécifique aux troubles du sommeil secondaires à l'état de stress post-traumatique. Sur le plan évolutif, les états de stress post-traumatique présentent des remaniements importants au niveau cérébral qui touchent les 3 réseaux fonctionnels cérébraux. On a en premier les réseaux par défaut, qui est un réseau d'attention vers les stimuli externes qui sont responsables des activités mentales d'introspection et de référence. On a aussi le réseau de science qui est un réseau d'attention vers les nouveaux stimuli. Et on a le réseau exécutif central dont la fonction est exécutive avec le contrôle attentionnel vers les stimuli externes. Il est à noter que le réseau de science est en interaction perpétuelle avec le premier réseau et le dernier réseau qui est le réseau exécutif central. Le remaniement du réseau par défaut se constate par une perturbation qui peut se manifester par les signes de l'hypervigilance. Quant au réseau de science, il est caractérisé par une permanence de ses activités car le monde est perçu comme une menace de façon continue. Et en dernier, pour le réseau exécutif central, toute perturbation à ce niveau se manifeste par un dérèglement du contrôle attentionnel et les fonctions exécutives. Rappelons un peu les différentes formes d'évolution de l'état de stress post-traumatique. On disait que toute biographie d'une personne peut être confrontée à un phénomène traumatique qui peut être considéré comme une rupture biographique. On aura l'installation de troubles de stress aigus et ces derniers peuvent évoluer dans 1% des cas vers un état de stress post-traumatique, soit dans l'immédiat ou après une phase de latence. Cet état de stress post-traumatique peut évoluer aussi vers l'état de rémission ou l'état de guérison ou encore de rechute. Pour l'état de rechute, on peut parler de pathologie chronique si elle dépasse les 3 mois avec modification manifeste de la personnalité. Ou encore évoluer vers l'association avec d'autres pathologies et on parle de comorbidité dans 80% des cas qui est signalé comme un état de complication. Schématiquement, on peut présenter l'évolution temporelle des états de stress post-traumatique comme suit. Admettons qu'un groupe de personnes ont été confrontés au même traumatisme. Ce même groupe peut être divisé en 2 sous-groupes. Le premier étant le groupe qui est atteint des états de stress post-traumatique et le second, ce sont des personnes qui n'ont pas développé le trouble en question. Pour le premier groupe, dès qu'ils développent les états de stress post-traumatique, ils vont évoluer vers la chronicité. Quant au deuxième groupe, ils n'auront jamais la pathologie tout au long de leur vie. Parallèlement, dans le premier groupe atteint des états de stress post-traumatique, ils peuvent évoluer eux-mêmes vers un état de rémission.
Alors qu'on peut noter aussi dans le second groupe qui était présumé non atteint des états de stress post-traumatique, l'avènement de la pathologie avec la possibilité de sa chronicité. On revient au premier groupe qui était en rémission, on peut noter occasionnellement, parfois, des états de rechute. Et en dernier, il faut noter que les sujets qui ont été atteints des états de stress post-traumatique du second groupe qui était au départ non atteints de cette pathologie, on peut noter aussi un état de rémission, voire même de rechute au long cours. Au total, les états de stress post-traumatique causent une allostasie qui se manifeste par une hyperactivité du système sympathique avec un dysfonctionnement du système GABAergique et immuno-inflammatoire. En parallèle à ceci, il cause un défaut de régulation du système parasympathique et de la neurotrophicité. Cette allostasie est à l'origine de différentes complications rencontrées dans l'évolution de la maladie. Les autres formes de troubles psychiques post-traumatiques ou les troubles liés au stress sont quand même nombreux. Nous citons les troubles de subsyndrome de stress post-traumatique. Ici, les signes cliniques sont modérés mais persistants et tenaces et les symptômes sont variables et ne satisfont pas les critères de l'état de stress post-traumatique. Deuxièmement, on a le syndrome de Stockholm en référence à l'analyse d'une prise d'otage lors d'un hold-up dans une banque de Stockholm en 1973 par le psychiatre suédois Neil Bejerot. Dans ce syndrome, il est caractérisé, il est noté que le phénomène est paradoxal où la victime se rallie à l'agresseur contre les forces de l'ordre. Et là, l'agresseur se montre protecteur auprès des victimes contre les forces de l'ordre. Troisièmement, on a les troubles de l'adaptation. La survenue de symptômes émotionnels ou comportementaux se fait suite à un facteur de stress identifié dans les 3 mois suivant l'exposition au facteur. Ils disparaissent à la disparition du facteur sans pouvoir dépasser les 6 mois. Les troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress spécifiés, ils sont nombreux et on cite les troubles ressemblant aux troubles d'adaptation à début retardé, plus de 3 mois après le facteur de stress. Les troubles ressemblant aux troubles d'adaptation persistants, il s'agit des troubles qui apparaissent plus de 6 mois après le facteur de stress. On a aussi les attaques de nerfs et les syndromes d'ordre culturel où le sujet qui est récemment immigré présente une prévalence élevée de ce psychotrauma. En dernier, on a le deuil complexe persistant. Aussi, les troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress non spécifiés qui ne remplissent aucun des critères précédemment cités. Quant aux formes liées à l'âge, on note que chez l'enfant, les troubles sont fréquents et durables et potentiellement graves. Ici, le rôle des parents est important dans le phénomène de protection et de prévention des troubles. Chez le sujet âgé, ils sont souvent mal interprétés ou le psychotrauma est un facteur de risque majeur dans le développement de démence suite aux troubles cognitifs. Passons maintenant au diagnostic différentiel des troubles psychiques post-traumatiques et les troubles liés au stress. Les différentes formes de troubles post-traumatiques présentent à eux seuls des diagnostics différentiels entre eux. Cependant, il existe d'autres formes ou d'autres diagnostics et nous citons les troubles obsessionnels compulsifs, ils se rejoignent avec les troubles post-traumatiques dans le phénomène d'intrusion des pensées qui ne sont pas forcément liées au traumatisme. On a aussi la simulation où le sujet simule les signes cliniques de détresse psychologique dans le but d'avoir des bénéfices secondaires, financiers ou autres, et seule l'expertise médicale peut détecter ce type de simulation. Il existe plusieurs facteurs de risque à l'origine de la vulnérabilité responsable du développement des troubles psychiques post-traumatiques qui peuvent être liés au sujet victime et aussi à son environnement. Parmi ces facteurs de risque, nous citons l'exposition répétée à plusieurs facteurs de stress. Aussi, l'utilisation de mécanismes de défense psychologique inadaptés. L'absence d'aide et de soutien familial dans les phases aiguës du traumatisme. La prise en charge retardée ou inadéquate lors de la phase immédiate de l'exposition au traumatisme. Aussi, les différentes personnalités pathologiques
et en dernier, les antécédents de pathologies mentales et de troubles psychiques associés tels que la dépression, les troubles anxieux et les conduites addictives, notamment les addictions aux toxiques. Pour la prise en charge des troubles psychiques post-traumatiques ou les troubles liés au stress, il y a plusieurs méthodes de soins et aussi plusieurs phases d'utilisation de ces méthodes en fonction des différentes phases évolutives du traumatisme. En premier, on a les soins immédiats qui se présentent dans la durée de 0 à 24 heures de la survenue du traumatisme, c'est-à-dire dans l'urgence. Cette prise en charge consiste à faire une intervention médicale précoce pour l'individu ainsi qu'à sa famille, un examen somatique soigneux pour détecter d'éventuelles lésions corporelles, favoriser la parole du sujet victime et ou victime témoin, et aussi éviter l'isolement de la victime car c'est très important. Favoriser aussi une psychothérapie de soutien pour la victime tout en insistant sur l'intérêt de l'écoute de son vécu traumatique. Et en fonction de l'intensité des manifestations symptomatiques, la victime doit être orientée vers les spécialistes pour une éventuelle hospitalisation. On indique aussi dans les soins immédiats le diffusing ou encore appelé le déchocage, qui est une thérapie basée sur la verbalisation spontanée du vécu traumatique et elle facilite aussi l'abréaction qui est le processus de décharge émotionnelle en libérant l'affect lié au souvenir d'un traumatisme jusqu'alors refoulé, ce qui annule en fait les effets pathogènes. Donc, en facilitant l'abréaction, on va aussi faciliter la décharge émotionnelle en rapport avec le traumatisme. Pour les soins post-immédiats, on a le débriefing, qui est une thérapie basée sur la verbalisation pour favoriser l'abréaction cathartique. Il s'agit de l'expression du trauma dans sa dimension factuelle, émotionnelle et cognitive. Elle permet le dépistage des sujets à risque de développer les états de stress post-traumatique et assurer une prise en charge chimique et psychologique adéquate. Elle se fait dans les 24, 48 heures ou encore au maximum des 72 heures suite à l'événement traumatique en individuel ou encore en collectif. Les techniques les plus répandues sont le débriefing après un accident critique de Mitchell et le débriefing psychologique. À partir d'une seule séance, le but est d'analyser les signes cliniques en réaction du traumatisme. Le thérapeute explique le phénomène de stress et insiste sur la normalité des réactions. Le thérapeute insiste sur la spontanéité verbale des victimes pour reconnaître ceux qui présentent une souffrance et un risque de développer le trouble psychique post-traumatique. Toujours dans les soins post-immédiats, on a l'association du diffusing et le debriefing. Les deux thérapies sont actuellement fusionnées et sont nommées intervention psychothérapeutique post-immédiate. Le but de cette thérapie est d'aider le sujet à sortir de son statut de victime. Elle reste quand même une méthode controversée chez certains spécialistes et thérapeutes. Dans le soin post-immédiat, l'utilisation des benzodiazépines pour leur effet anxiolytique est contre-indiquée dans les phases aiguës du traumatisme. Les soins de la phase différée, au-delà de 8 jours de la survenue du traumatisme, ces soins sont aussi indiqués dans la prise en charge à froid, où le trouble est tardivement diagnostiqué. Il s'agit d'une prise en charge réalisée au long cours par des spécialistes, par l'utilisation des thérapies différentes, notamment la psychothérapie de soutien, la relaxation, l'hypnose, la thérapie cognitive et comportementale, aussi la thérapie de désensibilisation par mouvement oculaire et reprogrammation qui est l'EMDR. La chimiothérapie à base de traitements psychotropes symptomatiques comme les antidépresseurs type inhibiteurs de la recapture de la sérotonine qui reste le plus recommandé dans la prise en charge de ce type de troubles. Notamment, on a la paroxétine qui est à l'AMM à 20 mg pour ce type de trouble. En dernier, on a l'hydrocortisone. Grâce à une étude récente de l'Université du College London, on testé les effets d'un anti-inflammatoire qui est l'hydrocortisone couramment indiqué dans la polyarthrite rhumatoïde sur les patients susceptibles de développer un trouble de stress post-traumatique. Une dose de 30 mg prise immédiatement après un événement traumatisant semble contribuer à limiter la résurgence de mauvais souvenirs, du moins dans certaines conditions.
Ainsi, la conclusion est que l'hydrocortisone semble accélérer la disparition des souvenirs intrusifs. Pour les soins au long cours destinés à la prise en charge des états de stress post-traumatique, on a la thérapie cognitive et comportementale. Il est recommandé de faire dans cette thérapie la méthode d'exposition en imagination et in vivo et la restructuration cognitive ainsi que les techniques de gestion de l'anxiété. On a aussi le MDR, l'hypnose, la relaxation, la méditation de pleine conscience pour favoriser l'homéostasie psychique. La chimiothérapie à base des ISRS et les bêta-bloquants qui ont prouvé leur efficacité. Cependant, certains spécialistes utilisent les benzodiazépines mais de façon ponctuelle, mais il est préférable d'éviter son utilisation de façon globale. Il est recommandé aussi, selon les différentes phases évolutives des états de stress post-traumatique, la prise en charge suivante. Plus la phase de latence est courte et plus le débriefing et la relaxation sont indiqués. Plus la phase de latence est longue et plus la restructuration cognitive est indiquée. Plus les malades ont des blessures corporelles et moins sont leurs souffrances psychologiques. La méditation de pleine conscience est une thérapie qui trouve sa place dans la prise en charge des PTSD. Elle va cibler certains symptômes grâce aux critères de cette thérapie. En premier, la pleine conscience consiste à méditer et à se concentrer pour avoir une paisibilité intérieure. Et cette concentration et cette méditation pourra traiter l'hypervigilance et la réviviscence constatées dans les états de stress post-traumatique. Elle permet aussi l'ouverture à l'expérience, où le monde est perçu comme menaçant et dangereux chez les PTSD. Ce dernier va s'ouvrir au monde et éviter son isolement et aussi éviter toute la symptomatologie qui va permettre son repli. La thérapie permet de prendre soin de soi pour gérer déjà les affects dominés par la culpabilité et la honte. Et elle permet aussi de cultiver l'initiation et le maintien de la motivation qui vont gérer en même temps les signes de la dépression conséquente des états de stress post-traumatique. Il est à noter que la méditation de pleine conscience est une thérapie qui doit être utilisée de façon continue et de façon régulière afin de contribuer à l'installation de l'homéostasie psychique. Les autres types de prise en charge se proposent par le soutien social, qui grâce aux associations d'aide aux victimes et l'accompagnement judiciaire par une prise en charge pluridisciplinaire, aussi l'expertise de réparation qui peut se faire grâce au médecin traitant qui va formuler un certificat initial où les signes cliniques sont objectivés et imputables au traumatisme. Quant au médecin expert, il va analyser les faits et leur imputabilité au traumatisme. En dernier, l'indemnisation, c'est le tribunal qui va statuer de sa nature. En dernier, les points forts à retenir de cette présentation, c'est qu'il faut maîtriser la physiologie du stress et du traumatisme pour mieux comprendre la clinique. Et que les troubles psychiques post-traumatiques sont nombreux et répondent à des phases temporelles évolutives, qui sont les phases immédiates, post-immédiates et différées, dites encore chroniques. Les rechutes et les complications par les comorbidités sont fréquentes et redoutables dans ce type de troubles. Aussi, la prise en charge doit être précoce et adaptée aux différentes phases pour éviter les complications et les comorbidités probables. Attention à la simulation et aux facteurs de risque parce que ce sont deux éléments qui peuvent entraver la bonne prise en charge. En dernier, je vous propose cette liste bibliographique qui va vous permettre de compléter cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah.